direct depuis ce plateau. Nous allons animer cette émission pour le compte de Rémi Dandinou, qui se fera donc le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain pour son journal. Aujourd'hui, pour cette émission, nous avions trois invités, trois analystes politiques pour décrypter l'actualité politique de la semaine. Faustin Konsebo, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Souleymane. Seka Koulibaly, aussi bienvenue. Merci. Et puis donc, Dr Daniel Kéré, merci également pour votre présence à cette émission, pour cette émission, le dossier, le débat de la semaine. Nous évoquerons donc la faiblesse donc, des candidatures indépendantes, bien avant bien sûr donc, cette transition, et surtout pour le compte donc, des élections législatives qui se tiendront le 11 octobre prochain. Nous avons eu donc assez de débats autour des candidatures indépendantes. Aujourd'hui, 18 dossiers de regroupement ont été donc validés. Qu'est-ce que vous en pensez avec nos analystes politiques sur ce plateau? Mais aussi, est-ce que nous avions un nivellement de la classe politique au regard donc des listes que nous avons vues donc à travers donc la presse? Et puis enfin, nous parlons donc de la présidentielle à venir avec donc les unions possibles entre les partis politiques, puisque cela fait donc débat depuis quelques jours. Faustin Konsebo, autour donc du premier sujet qui concerne donc la faiblesse donc des candidatures indépendantes, c'est nous qui l'avions titré comme ça au niveau donc de notre rédaction, puisque nous voyons donc 18 dossiers de regroupement de candidats indépendants validés par la commission de la CENI, dont les travaux sont tenus les 6, 7, 8 août dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon à prendre? Bien, écoutez, d'abord sur la question des candidatures indépendantes, pour refaire un peu l'historique, c'est que c'était un combat. Et c'est peut-être que c'est grâce à l'insurrection des 30 et 31. Et donc, avec tout ce qui s'en est suivi, et que le CNT, donc, je pense, a certainement pris des modifications au niveau du code électoral et qui a rendu cela possible. Bon, maintenant, c'est une première. C'est la première fois. Maintenant, si par rapport au nombre, il faut dire que c'est suffisant, c'est pas suffisant, je trouve ne serait-ce que pour avoir consacré le principe, c'est déjà quelque chose qui est bien. Mais il faut aussi voir aussi la nature des consultations. C'est une consultation, on couple les présidentielles et les législatives. Parce que c'est vrai que, à mon sens, mon point de vue, les candidatures indépendantes sont beaucoup plus indiquées pour les élections locales. C'était pourquoi? C'était pour permettre à certains individus qui avaient des compétences et qui ne voulaient pas être en fait sous l'emprise des appareils des partis politiques, voilà, de participer. Mais ça, c'est au niveau local. Donc, si on combine un peu cette nature-là, on ne peut pas dire que c'est pas suffisant. Cheikh Koulibaly, même question. Est-ce que vous avez senti un engouement autour, d'abord même pendant donc, le dépôt donc, des dossiers de candidature? Oui. Ce que vous appelez la faiblesse des candidatures indépendantes n'en est pas une. Ce n'est pas non plus une surprise. Parce que pendant la revendication, le long combat pour obtenir la candidature indépendante aux élections législatives et municipales, un des arguments, c'était que les partis n'avaient aucune raison de s'opposer à la candidature indépendante. Parce qu'en réalité, les candidatures indépendantes ne contestent en rien la suprématie des partis politiques sur la question de la course au pouvoir. Et ce que nous avons vu maintenant est une manifestation de cet argument qu'on avait désigné. Parce qu'en faisant le tour dans le monde entier, il sera très rare que vous trouviez une situation où les candidats indépendants dépassent les candidats des partis politiques. Si on prend les grandes démocraties, aux États-Unis, en France, c'est vraiment des proportions marginales. Pour notre contexte, le principe, comme on l'a déjà dit, ayant été consacré, c'est une victoire à prendre. Et là, la proportion également qui a été obtenue est également raisonnable dans la mesure où, pour les législatives, en réalité, au résultat, on n'aura peut-être pas plus de 3 indépendants en vérité qui vont venir dans l'hémicycle du Parlement. Effectivement, les candidatures indépendantes ont un impact plus important au niveau local, dans les municipales, parce qu'on a voulu, à ces niveaux, que les énergies disponibles au niveau local puissent être mises en exergue par la candidature indépendante. Également, c'est aussi la démocratie interne des partis qui sera touchée, mais ce n'est pas
un bouleversement qui va arriver à partir de la candidature indépendante. Docteur Kerry. Oui, merci. Je tenais d'abord à préciser que le fait qu'on ait lutté pour obtenir la candidature indépendante s'explique aussi par quand même, il y avait une injustice qu'on devait corriger. Vous voyez, pour les élections présidentielles, on pouvait être un candidat indépendant. Mais en revanche, pour les législatives et les élections communales, il fallait être forcément investi par un parti politique. Et là, on voyait que on donnait beaucoup plus de pouvoir aux partis politiques, de pouvoir verrouiller le jeu à ce niveau-là, au niveau des législatives et au niveau des communales, alors que cette liberté existe pour les élections présidentielles. Donc en déverrouillant, on permet quand même aux personnalités qui le voudraient bien de s'émanciper des partis politiques. Maintenant, par rapport à cette faiblesse dont vous faisiez état tout à l'heure, je dirais d'abord que c'est un nouveau mécanisme qui vient d'être consacré. Et il faudrait attendre que ce mécanisme fasse ses preuves, que les gens se l'approprient et commencent vraiment à le mettre en œuvre. Et le second argument à ce niveau, c'est quoi? Ceux qui peuvent généralement se présenter comme des indépendants, ce sont ceux qui ont aussi le potentiel de s'investir dans les partis politiques, mais peut-être qu'ils ne veulent pas peut-être être investis par un parti politique, ou bien ils sont des déçus de certains partis politiques. Voilà pourquoi ils se réinvestissent en tant que candidats indépendants. Donc la logique même voudrait que, c'est pas parce que la candidature indépendante est autorisée que pour pouvoir constater une ruée. C'est pas, en fait, le jeu est ouvert, mais il faut avoir le potentiel pour pouvoir se présenter comme candidat indépendant. En tout cas, selon moi, c'est pour ces raisons-là qu'on constate pour le moment qu'il n'y a pas beaucoup de candidats indépendants. Oui, vous savez que vous parlez donc du potentiel, Siaka Coulibaly l'a dit, et il pense qu'au final, il n'y aura pas plus de 3 4 effectivement, candidats indépendants qui pourront venir donc, à l'hémicycle. Alors, si vous parlez déjà donc, du potentiel, est-ce à dire que c'est un jeu perdu d'avance? Non, je ne dirais pas que c'est perdu d'avance. Certainement que ces candidats qui se sont présentés en tout cas, qui ne se sont pas présentés sous la coupe d'un parti politique, ont leur potentiel. Et s'ils ont leur potentiel, ils ont confiance en leurs moyens de pouvoir remporter des suffrages. Voilà. Je veux simplement souligner que ce n'est pas parce que le jeu est ouvert qu'on va constater que les individus ordinaires, du moins qui n'ont pas le potentiel de s'investir en politique, vont se ruer pour s'approprier ce mécanisme. C'est ouvert, mais il faut avoir le potentiel pour pouvoir s'investir. Et ceux qui se sont présentés, en tout cas pour moi, ils pourront en tout cas avoir un peu de chance de pouvoir l'emporter, même si en termes de proportion, les partis politiques vont dominer, quoi. Oui, mais en fait, c'est le mode en fait des élections couplées et ramené donc à la nature des candidatures indépendantes là qui fait que effectivement, je pense que Siaka a certainement laissé entrevoir que les résultats seront plus ou moins mitigés. Parce que la circonscription électorale, là, il s'agit donc des présidentielles et législatives. Déjà, si vous prenez les législatives, la circonscription électorale, elle est grande. Ça suppose aussi, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer, ça demande des moyens. Et c'est ce qui nous fait dire, pour nous, en tout cas ce qu'on pense, c'est-à-dire c'est plus significatif d'attendre un peu les municipales pour pouvoir peut-être apprécier et juger de l'engouement. Parce que là, au niveau local, là, les gens vont compétir dans leur circonscription et c'est des gens qui sont connus. Et moi, je pense que s'il faut faire des analyses ou tirer des conclusions, à ce niveau-là, on ne peut pas trouver vraiment des conclusions pertinentes. C'est que sur la même question. Mais quand on regarde effectivement donc, ce combat, vous l'avez dit, qui a été mené dès les premières heures, on se rappelle donc les années 2010, on se rappelle encore les années 2012, lors donc de cette première expérience d'élection couplée dans ce pays-là, où vous aviez aussi fait donc ce plaidoyer pour les candidatures indépendantes, mais le débat ne s'est pas mené aujourd'hui dans ce contexte de la transition. Oui. On a eu l'impression qu'il y a eu un outil qui a été mis à la disposition, mais il n'y a pas eu donc une véritable promotion. En définitive, on se demande qui sont-ils, ceux qui sont donc ces indépendants-là, mais également aussi que deviennent ceux-là qui ont porté ce projet. Je comprends le fond maintenant de la question. En réalité, à l'époque, effectivement, lorsque nous faisions la promotion de la candidature indépendante, nous avons bien expliqué que c'était pour corriger une incongruité de notre droit électoral, qui n'était pas complet s'il n'y a pas la candidature indépendante. Beaucoup, à l'époque, avaient vraiment pensé que le fond, c'était que ces personnes veulent être au Parlement, mais ne veulent pas aller dans les partis politiques. C'est vrai que nous avons utilisé la technique de la provocation, c'est-à-dire que nous avons tenté de déposer une liste d'indépendants afin d'obtenir un acte de l'autorité pour pouvoir attaquer devant le juge, afin que le droit soit dit sur la question. Mais
au fond, ceux qui le faisaient, comme on a dit, pour que la démocratie soit complète. Et c'est la manifestation aujourd'hui. Peut-être les gens s'attendaient à ce que les mêmes acteurs se ruent vers les élections, afin de profiter de ce qu'ils ont obtenu par le combat. En réalité, l'objectif, c'était juste d'harmoniser le droit électoral burkinabé, afin que ceux qui le désirent puissent utiliser ces mécanismes-là. Et comme Daniel l'a dit, en réalité, vous allez trouver que les candidats indépendants, pour la plupart, sont le même type de personnel qui sont dans les partis politiques, mais pour juste des questions d'ajustement, qui n'ont pas été alignés à un positionnement qu'ils souhaitaient sur des listes des partis, utilisent le mécanisme de la candidature indépendante. Il y a rarement des candidats purement indépendants qui vont vraiment se présenter. Donc, moi, je trouve que tout est dans l'ordre ici. La candidature indépendante existe, mais en même temps, le phénomène partisan qui est autour des partis politiques, comme dominateur du domaine de l'élection, ça reste également. Et ça, on l'avait déjà dit également en faisant la promotion de la candidature indépendante. Tu as une question? Oui, tout à fait. Je rejoins Siaka Koulibaly. Et un peu pour botter en touche par rapport à ce que M. Konsebo disait, même pour les élections de janvier, ce n'est pas évident qu'on constate un plus grand engouement. Certes, il y aura peut-être un peu plus, voilà. Mais le problème, c'est quoi? Mais même pour ces élections, les partis également qui sont déjà en place vont s'aligner également pour ces compétitions. Et il y aura un certain nombre de conseillers municipaux à pourvoir et les partis vont essayer de recruter des candidats potentiels. Donc les partis vont déjà absorber une bonne partie des candidats potentiels. Ce sont quelques candidats résiduels qui n'auront pas eu la chance de se faire positionner par les partis, qui vont se présenter en tant qu'indépendants. Donc on a la même logique qui opère actuellement, qui va opérer également pour les élections communales à venir. Donc ce n'est pas évident qu'on constate un engouement, disons, exponentiel pour les élections communales. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà. Bon, enfin, c'est opinion. Je pense qu'il vaut mieux attendre peut-être d'avoir la matière. Moi, je demeure convaincu parce que, en fait, le constat aussi qui était fait, c'est que, vous savez que la politique, beaucoup de Burkinabés étaient dépités de la politique. Et on s'est retrouvé avec comme résultat des personnes qui avaient des compétences, qui avaient des ressources. Mais comme ces personnes n'avaient pas du tout envie d'aller sous la bannière des partis, c'était mis en marche. Moi, je demeure convaincu que ce potentiel-là, à ce niveau, il y a un fort potentiel. Et justement, il y a des études qui l'avaient démontré. Hein. Et quand on regardait les pratiques, en fait, qui étaient faites au niveau des partis, ça laissait à désirer beaucoup de citoyens qui avaient des compétences et qui voulaient aussi faire des choses. On a vu certains cas, notamment, moi, j'ai beaucoup plus foi au niveau des municipales parce que là, ça interpelle évidemment les individus directement. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi la question des moyens, même si c'est face au leurrer, comme je dis. Mais déjà, je pense que la taille même de la circonscription, là, ce qui fait que si vous voulez être candidat, par exemple, à la députation, bon, c'est la province. Vous voyez que c'est quand même important. Donc, ça suppose que vous ayez des ressources, que vous ayez même, bon, peut-être il y a tout un planning, tout un timing, mais c'est la première fois. Moi, je pense que dans tous les cas, c'est une bataille qui a porté ses fruits. On a réussi déjà à faire inscrire ça dans notre droit positif, c'est quelque chose. Maintenant, et je suis sûr que c'est un outil qui va être utilisé à l'avenir. Et ça va réconcilier une partie des Burkinabés qui ne rentraient pas dans les appareils et il y en a qui avaient le potentiel. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure donc, des moyens donc, à déployer pour ces candidats indépendants. Cela voudrait dire que c'est un dispositif lourd qu'il faut aussi déployer comme les partis politiques? Bon, parce que les partis, quand vous allez avec un parti, vous avez l'appareil, tous les réseaux du parti qui sont là. Il y a quand même des facilités que quand vous allez seul. C'est peut-être ça sûrement. Oui, tout à fait. Il faut les mêmes moyens, sinon plus. Parce que le déficit que les candidats indépendants purs ont par rapport aux partis politiques, c'est le fait de ne pas avoir été dans l'image des acteurs politiques. Par exemple, si moi je voulais me présenter, je dois convaincre les populations que j'ai un potentiel d'un acteur politique réel. Ce qui n'est pas évident par rapport aux gens qu'ils connaissent habituellement, qui se présentent sous la bannière d'un parti politique. Donc pour compenser ces déficits, j'aurais été obligé de déployer beaucoup plus de moyens de communication,
d'image pour pouvoir avoir une place de député, il faut une structure électorale qui couvre la circonscription avec un ancrage auprès des électeurs. Et ça coûte de l'argent pour mobiliser cette structure-là. Mais il y a un point qui a été soulevé par Évariste qui me semble important, c'est l'engouement même qu'on aurait aujourd'hui par rapport à la période qui est passée. Moi, je suis encore mitigé par rapport à mes propres observations sur le fait que nous n'avons pas vraiment un engouement spécifique comme on aurait pu s'y attendre. On a pensé qu'avec la chute du régime de Blaise Compaoré, effectivement, le paysage serait plus ouvert politiquement parlant. Théoriquement, c'est vrai. Mais dans le réel, on ne le constate pas parce que les indicateurs qu'on peut prendre, c'est par exemple l'inscription sur les listes électorales. Alors, en 2014, il y a eu une révision exceptionnelle qui a eu lieu parce qu'on disait, comme le paysage politique s'était équilibré avec la naissance du MPP, il y aurait un engouement plus important parce qu'il y a plus de chances d'avoir des vraies élections. On a fait la révision exceptionnelle. On a eu, pour la population nouvellement en âge de voter, que 100 000 jeunes qui se sont inscrits. Or, c'est eux qui alimentent les marches, les meetings, les protestations, ainsi de suite. Donc, c'était un peu paradoxal. Quand il y a eu le 30 octobre, on a dit, voilà, aujourd'hui, le pouvoir est nouveau. Il y aurait certainement une ruée des Burkinabés pour faire la politique, pour être électeur. La révision n'a donné qu'une progression de 11% sur le fichier électoral. Donc, ça dénote qu'en réalité, le clivage, le déficit de confiance que les Burkinabés ont vis-à-vis de la politique et des institutions, il n'est pas du tout résorbé. Il demeure. Et il faut travailler là-dessus parce que les thèmes de cette déchirure entre les populations et la politique ou les institutions, il faut étudier ces thèmes et les adresser au cas par cas afin de les lever. Autrement, si on s'en tient à des éléments généraux en disant oui, il n'y a plus Blaise Compaoré est parti, le paysage est plus ouvert, on se rend bien compte. Et le taux de participation aux élections va nous démontrer également que peut-être il n'y a vraiment pas un engouement spécifique. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure donc de cette classe juvénile qui s'est aussi faiblement inscrite donc sur les listes électorales, mais quand on regarde les listes qui ont été publiées dans la presse, on a dans l'attente justement donc que la CENI publie mardi les différentes listes. Alors, est-ce que vous sentez ce nivellement donc de la société, de la classe politique aujourd'hui? Oui, merci. Pour répondre, je vais d'abord, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à ce que j'appellerais un effet de vase communicant entre les partis politiques et les fortes personnalités. Si aujourd'hui, vous êtes une personnalité capable de mobiliser 10 000 personnes, les partis politiques vont vous faire la cour. Les partis politiques viendront vers vous. Donc, généralement, ceux qui ont ce potentiel-là de mobiliser et des ressources financières et également de l'électorat, généralement, ils sont absorbés rapidement au sein des partis politiques. C'est quand il y a peut-être des tensions au sein de ces partis politiques par rapport au positionnement, comme souvent on est amené à éjecter une ou deux personnes. Ce sont ces personnes qui peuvent aller se réinvestir en tant que candidat indépendant. Voilà pourquoi, en fait, la propension des gens à recourir comme candidat indépendant, c'est beaucoup plus marginal, en fait. Surtout par l'effet des partis politiques qui courtillent toujours les potentiels. Et l'autre aspect également, par rapport un peu à l'engouement, justement, des jeunes et du reste de la population envers le jeu politique actuellement. De plus en plus de recherches ont montré que le jeu politique dans sa version institutionnelle actuelle ne suscite pas forcément l'engouement. Et c'est un problème, parce que la plupart des analystes constatent que la démocratie représentative actuellement ne suscite plus de l'engouement. Voilà. Mais on a des gens qui sont dans la République, ils vivent, ils paient les impôts, ils paient les taxes et autres, ils contribuent à l'évolution de la société. Mais quand il s'agit des opérations électorales, ça ne les intéresse pas. Mais pourtant, quand il y a des manifestations protestataires, en tout cas, qui participent de leurs intérêts, ils sont pour manifester. Et cela pose un problème de fond. Quelle forme de démocratie, quelle façon de faire la politique faut-il appréhender? Moi, je suis de ceux qui militent, par exemple, pour qu'on conçoive la politique, non pas seulement dans un sens électoraliste, pas seulement la démocratie électorale, mais une autre forme de démocratie qui intègre également le volet participatif, y compris la possibilité pour les citoyens de s'exprimer en dehors des urnes. Évidemment, cette forme de démocratie, si cela ne suscite pas autant d'engouement chez les chercheurs, c'est très simple. Comment formaliser une forme de démocratie, disons, assez participative, sans verser dans le chaos, dans l'anarchie?
Parce que c'est compliqué en fait, cette démocratie protestataire. C'est ça le problème. Mais c'est un paradigme qui commence à s'affirmer de plus en plus. Et on se rend compte que cette démocratie protestataire, il faut également la prendre en compte à côté de la démocratie électorale pour pouvoir mieux appréhender les attentes et les aspirations des populations. Oui, mais la démocratie, c'est vrai, c'est une œuvre de longue haleine. C'est une construction. Et parce que c'est d'abord un modèle qu'on nous a imposé. Et dans un contexte que nous savons très bien, les populations, les populations ne s'étaient pas tous appropriés les concepts. Il a fallu donc travailler. Donc, il y a eu donc des générations de politiciens qui ont surfé sur cette ignorance des règles élémentaires pour abuser, et ça nous a conduit donc à des situations insurrectionnelles du 30. C'est un accouchement qui a mis du temps. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il faut peut-être, ce qui est actuellement visible et qui semble être en marche, c'est la mise en place des contre-pouvoirs. Sans qu'il y a une opinion publique qui est en train de naître. Et ça, c'est suite au ras-le-bol. C'est parce que les gens ont encaissé. Les gens ont été vraiment dégoûtés. Parce que la politique, comme on dit, c'est quand même c'est là de s'occuper des problèmes de la cité. On ne peut pas comprendre. Il y a des faits qui sont choquants, que des gens se disent peut-être des sociaux-démocrates ou des socialistes, des communistes qui roulent dans des voitures de 80 millions alors que les gens à l'hôpital n'arrivent même pas à trouver 5 000 francs pour se soigner. Bon, ce déphasage-là, c'est devenu du mensonge. Et ce mensonge-là a fini par irriter les gens, dépiter les gens. Et justement, ça nous a conduit là où nous avons vu. C'est vrai que vous parlez donc déjà donc de ce ras-le-bol-là, mais on a vu également donc cette population jeune, je l'ai déjà dit, qui effectivement a manifesté ce ras-le-bol dans la rue les 30 et 31 octobre dernier. Mais aujourd'hui, dans la prise en compte justement donc de leurs préoccupations, est-ce qu'on sent un nivellement, une relève qui se prépare? Est-ce qu'on sent que la vieille garde est en train effectivement donc de faire de la place? Quand même, déjà, on a vu, sous réserve de voir la validation des listes, ce qui nous revient déjà, bon, il semblerait qu'il y a quand même une poussée de jeunes qui arrivent. Mais bon, ce n'est pas tant la catégorie sociale qu'il faut voir, mais c'est parce que moi, je ne veux pas de remplacer X par Y. Bon, ces gens qui veulent venir, c'est pour faire quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que quand on a vu la mise en place du CNT et tous les luttes de chiffonniers qui s'en est suivi, si c'est pour venir du haut de toit que je m'y mette, bon, les gens sont fatigués de cela. Et en fait, ça c'est bon. Ce sont des contradictions de notre démocratie qui naissent. Et les chercheurs, certainement comme il le dit, ça va faire école, ça va faire débat. Et disons que notre démocratie est à la croisée des chemins. Et certainement que nous allons trouver des formules plus enrichissantes. Ah oui, monsieur Kerry. Oui, et par rapport à cet engouement des jeunes pour le jeu politique, vous parlez tout de suite de nivellement. Il y a un paradoxe qui se pose. Et la plupart des recherches ont relevé qu'en tout cas, en termes de manifestations protestataires, les jeunes constituent généralement le fer de lance. Ils sont en avant-garde pour les événements protestataires. Que ce soit en 1966, ils ont participé au soulèvement populaire. En 2014 également, ils l'ont fait. Mais pourquoi ils ne s'investissent pas par la suite dans le jeu électoral? Il y a 3 contraintes majeures qui pèsent sur les jeunes. D'abord, le jeu politique, disons, dans sa version électorale, nécessite beaucoup de moyens. Tout de suite, par exemple, on a parlé pour les législatives, il faut quadriller pratiquement la province. Il faut des moyens. Ce n'est pas pour soudoyer les électeurs, non. Mais il faut des moyens matériels pour se déplacer, pour organiser des meetings et autres. Deuxièmement, les jeunes sont soumis à une autre difficulté, c'est quoi? Le capital social. Bon, ils sont encore en début de carrière professionnelle pour ceux qui ont un emploi, d'autres n'ont pas encore de l'emploi. Il faut mobiliser des réseaux. Bon, quelqu'un qui travaille déjà depuis 20 ans, 30 ans, il a forcément un réseau plus étoffé, un canal d'adresse beaucoup plus élaboré, il a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup d'entrées pour pouvoir mobiliser des gens pour soutenir sa candidature. Un jeune qui n'a que 20 ans ou 22 ans, il a quel capital social? Troisième contrainte, c'est quoi? Ce sont les pesanteurs socio-culturels. Dans nos sociétés, quand il y a 2 postes, il y a un jeune et il y a un adulte, systématiquement on confie la responsabilité à l'adulte. Et ça, c'est un combat de longue haleine. En tout cas, c'est un combat que les jeunes doivent mener pour pouvoir aussi s'affirmer, en tout cas s'affranchir de ces contraintes socio-culturelles-là pour pouvoir s'imposer. Donc voici le paradoxe qui se pose. Ils participent à ces mouvements protestataires, mais dès que la vie politique revient à la normale dans sa version électorale, ils sont écartés en raison de ces 3 contraintes-là. Ça va revenir sur la même question. Oui, c'est vrai, les paramètres évoqués par Kerry sont à prendre en compte. Mais ce qu'il faut observer ici, c'est vrai qu'on attend que la liste soit totalement validée pour évaluer
la proportion de renouvellement de la classe politique et puis commencer à faire les réflexions. Mais je ne m'attends pas à un basculement des valeurs au profit des jeunes dans ce que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle. Mais en même temps, si on poursuit la réflexion, on peut se demander pourquoi les partis traditionnels n'ont pas totalement renouvelé leur leadership et que les jeunes n'utilisent pas d'autres canaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer d'autres partis également. Ça, c'est possible. Si vous n'êtes pas à l'UPC, au MPP, au CDP, à l'UNIR MS, rien ne vous empêche, les jeunes, étant donné que cette population représente 61% officiellement de la population, de créer un parti et de prendre le lead au niveau de l'État. Donc, il faut encore réfléchir plus profondément, et c'est là où les hypothèses avancées par Kéré sont intéressantes, pour voir pourquoi les jeunes ont le potentiel pour interpréter les événements, avoir un positionnement mineur, celui par exemple de contestation, mais au moment de la construction pour le pouvoir, ils n'arrivent pas. C'est un espace de réflexion et de recherche également qui s'ouvre. Et c'est important pour notre démocratie d'engager ce type de réflexion afin que, pendant que les partis politiques, les leaders politiques font la course pour gérer l'État, nous puissions également avoir une réflexion sociétale qui permette d'éviter les crises que nous avons eues, par exemple. Parce que là, il faut rappeler toujours aux gens que nous avons des crises majeures, cycliques dans notre pays. 3 janvier 1966, il y avait une génération de jeunes qui était arrivée à maturité. 4 août 83, une autre génération était arrivée à maturité. Octobre 2014, à peu près 30 ans, on a ce type de situation qui arrive. Donc, nous devons réfléchir pour savoir qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à maturité politique, ils n'arrivent pas à traduire cette maturité dans des logiques constructives permettant de prendre le pouvoir tout simplement, comme le feraient d'autres types de groupes comme les écologistes ou autres. Moi, ce que je trouve un peu intéressant, c'est que dans les différentes formes de manifestation des jeunes, ce n'est pas forcément la prise du pouvoir, hein. C'est une expression d'un ras-le-bol et des revendications. Et cela dit, des personnes d'une autre catégorie sociale plus âgées peuvent être acceptées par les jeunes, sous peu que ces personnes-là prennent en compte les intérêts des jeunes. En fait, il vient de le dire, quand vous êtes jeune, vous commencez à vous installer et tout, vous avez vraiment... Parce que la politique, c'est quoi en fait? C'est l'œuvre de la communauté. Vous laissez vos affaires, vous allez travailler pour la communauté. Et dans des pays de tradition où la démocratie est vraiment ancrée, on voit vraiment que c'est des gens d'un certain âge, d'un certain... Bon, même quand vous regardez les proportions, ah oui, donc mais seulement ce qui était décrié, en fait, je pense que cette absence d'engouement-là, des jeunes-là, à aller s'inscrire, c'est une prudence, c'est pour observer, pour voir est-ce que ça va changer, est-ce que ça va être la même chose. Moi, c'est ce que je pense, c'est un signal. Sinon, apparemment, vous pouvez avoir une catégorie sociale plus âgée, mais qui prend en compte les aspirations, les besoins, les problèmes des jeunes, et les jeunes vont peut-être se retrouver dedans. Pourquoi pas? Je ne veux pas forcément dichotomiser comme... parce que pour moi, il y a toujours un lien. Il y a un relais qui va se faire. Et c'est vrai que nous sommes arrivés à un soir d'un changement générationnel qui se fera. Hein. D'ici les 5 ans à venir, je pense qu'on aura une autre génération aux affaires. C'est vrai que nous parlions tout à l'heure donc des jeunes, mais il y a aussi donc les femmes qui aussi devraient donc être représentées sur les listes électorales. Cette année, quand on prend donc le procès verbal justement donc de la commission ad hoc, on nous dit par exemple que sur les listes nationales, il y a eu 1304 candidats au total, soit 898 femmes et 406 hommes. Sur les listes provinciales, vous avez 5640 candidats, soit 1668 femmes et 3972 hommes. Et bien sûr, ce qui fait dire donc à Maître Barthélemy Kéré que cette année, il y a eu quand même une amélioration dans la représentation donc, des femmes sur ces listes-là. Qu'est-ce qui explique ce fait-là? C'est une prise en compte réelle, effectivement, de la capacité donc, des femmes à gérer ou à s'impliquer dans la vie politique, ou ce sont les contraintes donc, de la loi sur le quota genre?
Oui, bon, en ce qui me concerne, franchement, cette loi a salué, il est très vrai. La loi votée en 2009, qu'on appelle la loi sur le quota genre, on doit saluer cette loi parce que bon, elle essaie de promouvoir un certain équilibre, bien sûr, c'est relatif, 30% par rapport à 70%. Mais pour moi, cela n'est pas le fait, en tout cas la situation actuelle qu'on observe n'est pas le fait de cette loi. C'est très simple. Quand on regarde les différentes composantes sociales de plus marginalisées jadis, que ce soit les jeunes ou les femmes, elles commencent à s'impliquer davantage. D'accord? On a vu des jeunes créer des partis politiques. On a vu des femmes aussi qui créent des partis politiques, qui sont des leaders actuellement. Déjà, cet engouement, disons, cette nouvelle donnée, participe forcément à rehausser le nombre de candidats jeunes et le nombre de candidats femmes. Ça, c'est au moins indéniable. Également, les partis politiques aussi sont soucieux quand même de s'attirer cet électorat-là, qui commence aussi à s'affirmer. Même indépendamment de cette loi, c'est vrai que cette loi, on peut dire qu'on peut tout mettre en tout cas, comme étant l'impact de cette loi. Mais les partis politiques cherchent à conquérir l'électorat. Si on a un électorat, par exemple, jeune qui est très actif, on peut au moins mettre une façade de quelques jeunes pour attirer cet électorat. Si on a un électorat composé de femmes qui est très actif, on peut également mettre des femmes en avant, en tout cas en avance pour essayer de capter cet électorat. Donc c'est la dynamique des luttes politiciennes qui entraîne ce rehaussement de la plus grande implication des femmes et des jeunes, en tout cas mon avis. C'est la même question. Non. Tous ces développements sont justes, mais moi je veux quand même dire que le fort taux relatif par rapport au passé de présence féminine dans les listes électorales est quand même dû à la loi. Parce que c'est vrai que la loi de 2009 imposait déjà le principe du quota genre, mais le principe a été accentué dans le nouveau code électoral. En fait, cet aspect-là, beaucoup n'ont pas encore vu, mais le nouveau code électoral dit que le fait de ne pas mettre une femme sur les listes électorales entraîne la nullité de la liste. Et ça, c'est un risque important pour les partis de ne pas du tout être même dans la compétition s'ils ne mettent pas les femmes. Donc, c'est ça qui fait une des explications du nombre élevé, entre griffes, de femmes, est liée à ça aussi. C'est vrai que ça va entraîner d'autres types de problèmes, parce que toutes les listes où il n'y aurait pas au moins une femme vont être invalidées. Et on risque d'avoir une situation finale qui va être assez compliquée, parce que les grands partis sont ceux qui sont concernés par ce problème-là. Voilà. En tout, les femmes, on cherche à en faire la promotion en politique, mais il faudrait également que cette promotion politique des femmes, par la loi électorale, soit d'abord préparée par un ensemble de mécanismes qui font que la femme lève les entraves qui l'empêchent d'aller en politique. Ces entraves-là, c'est l'éducation, c'est l'emploi, la stabilité de l'emploi, et c'est la considération sociale. Si on règle ces différentes entraves, c'est sûr qu'on va avoir automatiquement un peu plus de femmes dans les... Si on prend l'exemple des pays scandinaves, Suède, Danemark, Pays-Bas, le fait qu'il y ait l'égalité des chances, déjà à l'école, tout le monde va à l'école, et comme la population féminine est plus élevée, on retrouve finalement dans les partis et les postes de responsabilité plus de femmes. Donc ce n'est pas seulement le fait de prendre une loi favorisant la participation féminine de la femme qui va être le déclencheur donc, de cette révolution féminine. Mais il faut aussi accompagner avec d'autres mécanismes. Oui, bon, enfin, que dire? Parce que c'est une discrimination positive. Parce que, à contrario, il n'y avait pas une loi qui interdisait la participation des femmes en politique. Mais c'est à cause des pesanteurs sociologiques qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où il fallait corriger. Bon, c'est vrai que je suis d'accord avec Siaka quand il dit que le fait d'avoir haussé d'un ton les sanctions, notamment des risques d'invalidation, a dû peser. Mais c'est vrai que de plus en plus, on observe dans la société, il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent socialement. Pensez-vous que, bien sûr, le mouvement, la contestation, la grogne donc des femmes le 27 octobre dernier a contribué effectivement à rehausser cette... Le monde est devenu un village planétaire. Hein. C'est sûr que, de toute façon, même, bon, la loi va peut-être permettre de gagner du temps, mais
avec le temps, tout se pénètre, tout s'influence. Et quand on est en classe, dans une classe normale, que ce soit à l'université, dans les collèges, on retrouve les femmes parfois qui tiennent la tête. Donc, je pense que ça va se corriger, que l'on veut ou non. Oui, justement, je ne voudrais pas en tout cas, à mon avis, il ne faudrait pas donner trop. Il ne faudrait pas exagérer l'impact de cette loi. Je m'explique. Quand on prend certains partis comme le CDP, il s'était déjà imposé ce quota-là bien avant que la loi de 2009 ne soit votée. Parce qu'il y a des débats justement en termes de promotion de la femme qui étaient déjà là. Et ces partis commencent à s'imposer ce quota-là avant que la loi de 2009 ne soit votée. Également, d'autres partis comme l'UNI-PS également ont dû s'appliquer cette loi. En tout cas, depuis 2012, ils ont commencé à respecter ce quota-là. Quand on prend également le grand parti actuellement comme l'UPC et puis le MPP, c'est vrai que ce sont des partis relativement récents, mais eux aussi, en leur sein, ils essaient de s'attirer cet électorat-là. Mais pourquoi je dis de ne pas exagérer disons l'impact de cette loi? Mais il y a des femmes qui ont créé des partis politiques ici. Elles n'ont pas eu besoin de cette loi pour créer des partis politiques. D'accord? Et également, en termes d'impact, c'est vrai, on peut avoir sur les listes électorales beaucoup de femmes. À l'aboutissement, on peut ne même pas avoir assez de femmes élues par rapport à d'autres législatures. Parce qu'il ne suffit pas de porter une femme, en tout cas son nom, sur une liste. Pour qu'elle soit élue, tout le monde sait que tout dépend du positionnement sur la liste. Donc, des grands partis s'étaient déjà appliqués cette obligation. Et également, des femmes s'investissent davantage en politique. Et le souci également de ces partis de courtiser l'électorat féminin les conduit également à positionner les femmes, même si cette loi n'existait pas. C'est mon analyse en tout cas. D'accord. Je voudrais qu'on évoque un autre sujet, Siaka Coulibaly, si vous voulez bien. C'est pour terminer, parce qu'il nous reste encore 5 ou 6 minutes pour boucler cette émission. Alors, on parle déjà donc des unions possibles, des alliances possibles pour la présidentielle 2015. Les partis commencent donc à se rendre visite. On parle déjà donc dans l'homme, on ne citera pas peut-être donc les partis compte tenu donc de la réglementation au niveau donc du CSC. Mais déjà, est-ce qu'on peut déjà envisager des gros coups entre les partis politiques, de grands deals, si l'on veut dire, Siaka Coulibaly? Oui. J'ai vu passer dans les informations, des informations faisant état d'un deal entre griffes entre certains partis politiques, notamment entre UPC et CDP. Je voudrais qu'il faut préciser les choses. Les alliances ne sont nécessaires en politique que dans des situations bien précises. Au premier tour, il n'y a pas de nécessité d'avoir des alliances. Tout le monde va compétir, puisque vous ne savez pas quel sera votre résultat final. Donc, on ne peut pas brouiller l'image et la communication en faisant des alliances. Donc, ça, c'est à exclure totalement. Les alliances vont arriver au deuxième tour éventuellement. C'est-à-dire que ceux qui auront été les meilleurs au premier tour vont se retrouver au second tour. En ce moment, les partis où les candidats éliminés vont passer des alliances avec ceux qui sont arrivés au deuxième tour afin de s'aménager une place pour le pouvoir qui va commencer. Donc, actuellement, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à envisager aussi? Les pourparlers peuvent commencer maintenant. Mais vous n'allez pas entendre un mot d'ordre aujourd'hui disant aux militants de l'UNI de soutenir le CDP. Ce n'est pas possible, puisqu'ils sont eux-mêmes en lice. Ça n'a pas de sens en réalité. Et ça va mélanger, pour utiliser des termes courants, ça va mélanger la communication que le parti va avoir vis-à-vis de ses militants. Mais au second tour, c'est clair. Les chefs des partis qui n'auront pas été au second tour pourraient dire à leurs militants, voilà, nous sommes un parti politique, notre vocation, c'est la conquête du pouvoir d'État. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas été au deuxième tour qu'il faut débrancher totalement de la politique. Donc, nous allons rester dans la politique. Nous allons pour cela nous allier avec telle force afin de nous aménager un espace dans le pouvoir. Parce que si vous faites une alliance, c'est bien entendu pour qu'au moment de la gestion du pouvoir, aussi bien au niveau du gouvernement ou les hauts postes, les hautes fonctions, il y ait des retours envers ces partis. Donc moi je crois que c'est prématuré de parler des alliances, même si déjà il y a des contacts qui sont pris, il y a des discussions qui se mènent, et on peut également, en faisant de la théorie politique, dire aujourd'hui, vu le contexte, vu l'histoire récente, telle formation politique peuvent se rassembler par rapport à d'autres qui ne peuvent pas vraiment se rapprocher en tenant compte du contexte où nous sommes.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne se focalise uniquement que sur les alliances? Il y a eu un cas de soutien. Un parti nouvellement créé qui a affiché carrément qu'il soutenait tel ou tel parti. Bon, moi, ça me fait sourire un peu cette question des alliances parce que c'est d'abord, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est pas opportun parce que beaucoup d'indices et d'indicateurs laissent croire ou paraître qu'il y aura forcément un second tour. Or, dans la tradition, c'est à ce niveau maintenant que, dans une démocratie civilisée, si alliance il doit y avoir, c'est selon les options idéologiques. Alors, quand on me fait parler de UPC, CDP, ça me fait sourire parce que, a priori, vous avez un qui est libéral, l'autre qui est social-démocrate. Bon, comment ça la mayonnaise, moi, je ne sais pas. Mais, en tout état de cause, au niveau du second tour, les alliances se feront forcément sur la base idéologique et sur la base programmatique. Parce que, bon, le président quand même sera élu pour appliquer un programme. Donc, c'est ce que je me dis. Oui, merci. Je rejoins d'abord Siaka Koulibaly en disant que le débat est déjà posé. Il y a certainement des tractations dans les coulisses. Mais aucun parti, en tout cas, est sorti déjà à la date d'aujourd'hui pour déjà appeler à soutenir tel ou tel autre candidat. En tout cas, c'est vraiment à l'échelle réduite, quoi, comme on l'a vu pour certains partis qui ont appelé à soutenir notre candidat. Mais la majeure partie des tractations, en tout cas, la majeure partie des tractations interviendra après le second tour. En tout cas, après le premier tour, s'il y a un second tour. Mais d'ores et déjà, je peux dire qu'il y a des partis qui se positionnent déjà pour soutenir d'autres candidats. Il y a des petits partis qui savent qu'ils n'ont aucune chance de remporter les présidentielles. Déjà, bientôt, on va voir qu'ils vont se rallier carrément avec armes et bagages à l'un ou l'autre candidat. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, je dirais même que les alliances sont inéluctables. Parce que ce pays-là, forcément, comme les élections présidentielles, c'est à 2 tours, il y a un premier et un second tour, on aura un président élu. Mais pour les législatives, ce n'est pas évident qu'un seul parti remporte la majorité absolue. Il y aura des tractations pour constituer le gouvernement. Il y a des partis qui commencent déjà à se rapprocher en vue de la formation d'un gouvernement à l'issue des élections législatives. Et forcément, si on n'a pas la chance, on risque d'avoir un gouvernement de coalition. Et c'est à ce niveau, peut-être, je vais botter en touche par rapport à M. Consembo, parce qu'il n'y a pas d'alliance contre la nature en politique. Il n'y a qu'une alliance d'intérêts, et les intérêts sont conjoncturels. Si, par exemple, au vu d'une certaine situation, un parti ultra-libéral et puis un parti, c'est pas, ultra-communiste et autres, voient qu'ils ont des intérêts convergents, ils vont se rapprocher. Ne serait-ce que pour le temps où ces intérêts convergent. Par la suite, maintenant, bien sûr, il y aura... En tout cas, la politique va reprendre ses droits. Voilà. Une dernière réaction? Oui, c'est pour dire qu'effectivement, l'idée d'alliance contre nature ici n'est pas... parce que le contexte est plus fort que les lignes idéologiques. Et en particulier, le cas que j'ai vu dans la presse, on parle du PC et du CDP, la contradiction idéologique n'est pas très importante. Parce que, si vous vous rappelez, l'UPC se déclare social-libéral maintenant. Et ce n'est pas très loin de la social-démocratie en réalité, si vous prenez le contenu de ce social-libéralisme-là. Donc en réalité, ce point n'est pas une contradiction mortelle pour dire que les partis ne peuvent pas se... Et ça fait qu'au Burkina Faso, nous avons une tendance globale des partis en réalité, qui sont en général les partis de gauche. Si l'UPC est social-libéral, donc on a un paysage orienté en fait de gauche, ce qui fait que les alliances en ce moment deviennent des alliances factuelles liées aux objectifs du pouvoir et peut-être aux affinités entre les leaders qui vont finalement jouer sur... Social-libéralisme et social-démocratie est carrément différent. D'un côté, on vous apprend à pêcher le poisson, de l'autre, on vous donne le poisson. C'est carrément différent. Maintenant, au demeurant, moi, je me pose aussi la question de savoir jusqu'à quel point les partis sont propriétaires des votes de leurs électeurs. Quels sont les risques aujourd'hui donc de penser déjà à ces unions possibles déjà, puisqu'on évoque cela effectivement, ça commence à faire bruit aujourd'hui. Il n'y a aucun risque, puisque dans tous les cas c'est le débat démocratique qui le veut.
Quand on regarde par exemple ces partis de l'ancienne CEFOP qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans les tractations avec des partis de l'ex-majorité. Aujourd'hui, quand on regarde ces sphères, vous expliquez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Oui, mais vous savez quand même, l'alliance contre nature, vous savez, c'est quand même... Bon, là, parce que là, parce que les enjeux, c'est quoi? C'est sûr qu'on a couplé la présidentielle et les législatives. Effectivement, bon, la formation de gouvernement, la nature du régime, ce n'est pas un régime parlementaire. Bon, c'est vrai que de là à dire qu'il n'y a pas d'alliance, il y a quand même des limites, hein, parce que je ne sais pas. Honnêtement, maintenant, si vous me dites quelle est la marge de manœuvre d'un libéral ou d'un socialiste dans un contexte économique, dans le paradigme économique actuel, là, c'est un autre débat. Peut-être que le libéral appliquera la même chose que le socialiste. Merci Faustin Conservo. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission, Dr Kéré. Merci Faustin Conservo pour votre participation à cette émission, le débat du journal de Rémi. Merci également à vous, Dr Daniel. Vous êtes aussi analyste politique. Chara Koulibaly, analyste politique. En tout cas, pour votre présence, nous avions débattu sur quelques thématiques d'actualité de la semaine. Rémi Dandinou se fera le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour d'autres thématiques. Au revoir et portez-vous très bien.